Alors, aujourd'hui, on plonge au cœur de l'A/B testing. Mais attention, on oublie tout de suite les astuces de gourou et les recettes miracles. Là, on va parler d'une vraie méthode scientifique pour faire grandir son projet. L'idée, au fond, elle est toute simple. Arrêter de naviguer à vue et commencer à prendre des décisions qui reposent sur des preuves, du solide. Et voilà la question fondamentale. Pensez-y une seconde. Au quotidien, combien de décisions sont prises juste sur une intuition, sur l'opinion de la personne qui parle le plus fort en réunion? Eh bien, l'A/B testing, c'est précisément l'antidote à ça. C'est le pont qui nous fait passer de l'incertitude de l'instinct à la confiance des données, simplement en écoutant ce que les utilisateurs font, pour de vrai. Voici notre plan de match. En 5 étapes, très claires, on va construire ensemble une méthodologie complète. On part de l'idée et on va jusqu'à l'apprentissage en continu. Allez, on se lance. On commence donc par la base. Pourquoi est-ce si important d'instaurer une culture du test? Tout simplement parce que ça transforme radicalement la manière de faire évoluer un produit, un service ou un site web. Le principe, en fait, est d'une simplicité désarmante. Chaque petite modification que l'on veut faire, que ce soit un mot dans un titre, la couleur d'un bouton ou l'organisation d'une page, est en réalité une hypothèse. Et plutôt que de débattre pendant des heures pour savoir qui a la meilleure idée, on demande directement aux utilisateurs. On les laisse voter avec leur clic. Et c'est ça la puissance du test. On mesure l'impact réel sur ce qui compte vraiment. Et c'est là que ça devient passionnant. Le vrai pouvoir de cette approche, ce n'est pas de chercher le coup de génie, la modification qui va tout faire exploser d'un coup. Non. Le secret, c'est l'effet cumulé. C'est d'accumuler patiemment de petites victoires, encore et encore. Et pour que ce soit bien concret, regardez ce chiffre. Une amélioration de seulement 5% par mois, ça n'a l'air de rien dit comme ça, non? Eh bien, ça se transforme en une croissance de 80% sur une année. C'est tout simplement la magie des intérêts composés, mais appliquée à l'optimisation. Mettre en place cette culture de l'expérimentation, c'est faire le pari de l'amélioration continue. C'est accepter qu'un test qui échoue n'est pas une défaite, mais au contraire un apprentissage incroyablement précieux. C'est s'engager à ne jamais se reposer sur ses lauriers. Et les organisations qui adoptent cette mentalité ne se contentent pas de survivre, elles excellent. Bon, d'accord, on est convaincu, il faut tester. Mais le problème, c'est que quand on commence à y réfléchir, des idées de test, on peut en avoir des dizaines, voire des centaines, et ça peut vite devenir paralysant. Alors, concrètement, par où est-ce qu'on commence? Si on teste tout et n'importe quoi, c'est le meilleur moyen de gaspiller son temps, son énergie et ses ressources. La clé, ce n'est pas de tester plus, c'est de tester mieux. Et pour y arriver, il faut une méthode, un cadre pour nous aider à identifier les expériences qui ont le plus de potentiel. Et l'un des cadres les plus connus, parce qu'il est simple et efficace, c'est le modèle PI. P-I-E. Le P, c'est pour potentiel. Quelle est la marge d'amélioration sur la page en question? Le I, c'est pour importance. Est-ce qu'on parle d'une page qui reçoit des milliers de visites par jour ou d'une page confidentielle? Et enfin le E, pour ease, la facilité. Est-ce que c'est un test qui prend 2 heures à mettre en place ou est-ce un chantier de 2 mois? Regardons ce que ça donne concrètement. On prend nos idées, on leur met une note de 1 à 5 pour chaque critère et on fait le total. Et là, ça devient très clair. Prenons le formulaire de paiement. Potentiel maximum, importance maximum. On pourrait se dire que c'est la priorité absolue, sauf que sa facilité est très basse. C'est un projet complexe. Résultat, il se retrouve derrière des changements bien plus simples, comme le titre de la page d'accueil, qui offre un meilleur retour sur investissement à court terme. C'est ça, la priorisation intelligente. Et si on est en panne d'inspiration, il y a des zones chaudes où les tests ont souvent un fort impact. On parle bien sûr des titres et des textes, des appels à l'action, de tout ce qui est visuel comme les images ou les vidéos, de la structure des pages et des formulaires, et bien évidemment du nerf de la guerre, les prix et les offres. Ce sont d'excellents points de départ. Alors maintenant, attention, on arrive à l'élément qui sépare vraiment les amateurs des professionnels de l'expérimentation. C'est une étape qui est trop souvent négligée et qui pourtant est le véritable moteur du test, l'hypothèse. Lancer un test sans avoir formulé d'hypothèse claire, c'est comme jeter une pièce en l'air. Si la nouvelle version gagne, super, mais on ne saura pas pourquoi, donc on ne pourra pas répliquer ce succès. Et si elle perd, on n'apprend absolument rien. C'est vraiment l'erreur numéro 1. Alors, comment on construit une hypothèse solide? Le mieux, c'est d'utiliser une structure simple comme celle-ci. Elle nous force à clarifier 3 choses. Le changement précis qu'on va opérer, l'indicateur qu'on s'attend à voir bouger, et le plus important, le parce que. Pourquoi est-ce qu'on pense que ce changement va produire cet effet? C'est cette justification qui donne tout son sens au test. Et bien sûr, ce parce que, il ne sort pas d'un chapeau. Les meilleures hypothèses naissent de l'analyse des données, qu'elles soient quantitatives, comme les chiffres du trafic web, ou qualitatives, comme les cartes de chaleur ou les retours d'utilisateurs. C'est cette analyse qui révèle les vrais problèmes et qui inspire les solutions à tester. Ok, l'hypothèse est posée. On passe à l'étape suivante. S'assurer que l'expérience est menée de façon rigoureuse. C'est la seule et unique façon d'avoir confiance dans les résultats qu'on va obtenir.
Et le maître mot ici, c'est la confiance. En statistique, on parle de significativité. Ça peut paraître un peu barbare, mais l'idée est simple. Est-ce que la différence de performance qu'on observe est bien réelle, ou est-ce que c'est juste le fruit du hasard? Pour être sûr de son coup, on vise généralement un niveau de confiance de 95%. Et pour atteindre ce niveau de confiance, il y a 3 règles d'or, non négociables. Règle numéro 1, on ne teste qu'une seule variable à la fois. Si on change le titre et la couleur du bouton, impossible de savoir ce qui a vraiment eu un impact. Règle numéro 2, il faut un échantillon assez grand. Un test sur 20 personnes n'a aucune valeur statistique. Et règle numéro 3, le test doit durer assez longtemps pour lisser les variations, comme l'effet week-end par exemple. J'aime beaucoup cette analogie, elle est parfaite. Arrêter un test trop tôt, c'est la recette du désastre. On est souvent tenté, après 2 jours, de crier victoire parce qu'une version est en tête. Erreur classique. C'est comme sortir un gâteau du four parce que le dessus a l'air doré. Il faut de la patience et laisser le test aller jusqu'à son terme pour que les résultats soient fiables. On arrive à la toute dernière étape. Le test est terminé, on a les résultats, et maintenant, on fait quoi? C'est le moment crucial où l'on transforme les données brutes en un savoir durable pour toute l'organisation. Parce qu'en réalité, je n'ai jamais vraiment la fin. C'est une boucle. On mesure, on émet une hypothèse, on priorise, on teste, et l'étape la plus importante, on apprend et on documente ce qu'on a appris. C'est ça qui transforme une série de tests en une véritable intelligence d'entreprise. On construit une mémoire de ce qui fonctionne ou pas. Et après, on recommence. Et c'est peut-être ça la plus grande révolution culturelle de l'A/B testing. L'objectif n'est pas de gagner à chaque fois. Un test où la nouvelle version perd, c'est une victoire. Oui. Pourquoi? Parce qu'il nous apprend quelque chose de certain sur nos utilisateurs. Il invalide une de nos croyances. Chaque test, gagnant ou perdant, est une brique de connaissance. L'échec n'est plus un échec, c'est un apprentissage. Voilà, le parcours est complet. L'A/B testing, on le voit, c'est bien plus qu'un simple outil. C'est une philosophie. C'est le passage de « je pense que » à « je sais que ». C'est un changement de paradigme puissant. La seule question qui reste maintenant, c'est par quoi commencer? Quelle est la première hypothèse, basée sur des données qui pourraient avoir le plus grand impact sur les objectifs à atteindre?